nationale les 10 et 17 juin prochains. Et ça passe aussi par les deux circonscriptions qui sont concernées par le meeting de ce soir. La salle est en train de se remplir. Pour commencer, on a voulu donner la parole à celles et ceux qui se battent dans ces circonscriptions, qui sont un petit peu l'inspiration du Front de gauche. Et pour commencer, je vais céder la parole à Maryse Dantin et Bernard Justin, qui sont militants syndicaux de l'hôpital Cochin. Ils vont nous faire un duo et je leur cède la parole. Camarades, chers amis, donc, les électeurs ont désigné François Hollande comme président de la République et exit Nicolas Sarkozy. Je suis un peu juste pour une fois. Si la victoire de Hollande est nette, l'écart entre lui et Sarkozy n'est cependant pas considérable. Voilà. Alors, je reprends. Si la victoire de Hollande est nette, l'écart entre lui et Nicolas Sarkozy n'est cependant pas considérable en regard de décennies de politique de droite et particulièrement des 5 dernières années. On pouvait s'attendre à une plus grande avance du candidat socialiste soutenu par le Front de gauche. Malgré les atteintes sévères portées contre les citoyens durant le dernier quinquennat, près d'un votant sur deux a néanmoins donné sa voix au président sortant. Pour nous, syndicalistes, cela signifie entre autres qu'il n'est pas question de nous croiser les bras. Le combat doit continuer et le travail d'information et de formation syndicale et politique doit se poursuivre pour les législatives et au-delà des législatives. Il faudra continuer à combattre pour obliger le gouvernement libéral de Hollande à infléchir nettement ses orientations à gauche. Les luttes principales se feront au niveau des circuits de production, c'est-à-dire sur les postes de travail. Cette bataille-là sera syndicale et devra se faire contre un gouvernement qui se dit à gauche. À gauche de la droite, certes, mais certainement pas sur les positions de gauche, c'est-à-dire celles des luttes des classes. La bataille politique, quant à elle, indissociable de la bataille syndicale, et en dehors de son soutien nécessaire aux luttes syndicales, visera plus particulièrement à amplifier la formidable dynamique initiée par le Front de gauche. Enfin, la bataille idéologique, qui englobe toutes les luttes, devra être d'autant plus poursuivie que l'on peut compter sur le PS pour brouiller les cartes, notamment en faisant passer pour des idées de gauche des mesures qui ne seront que des mesures d'accompagnement du capitalisme. Il est important pour tous les travailleurs et tous les citoyens en général qu'une grande majorité de gauche siège à l'Assemblée nationale afin que le droit du travail soit non seulement respecté, mais aussi rétabli, car la majorité sortante de droite a en effet largement réduit les droits des salariés au cours des dernières années. Les députés doivent en grande majorité être ancrés à gauche, et pour cela, il est nécessaire que le Front de gauche ait le plus possible de députés à l'Assemblée nationale. Bonjour, chers camarades. Moi, je vais vous parler de la situation des hôpitaux de Paris, notamment celle de Cochin, parce qu'on milite à Cochin. Donc, cela est important pour nous, notamment en matière de santé publique en général et pour ce qui concerne nos hôpitaux en particulier. En effet, un silence assourdissant a régné tout au long de la campagne présidentielle. Qui a entendu parler des hôpitaux au cours de cette campagne? Seul le Front de gauche, Poutou et Artaud, ont évoqué ce problème à plusieurs reprises. Les autres candidats se sont bien gardés d'aborder le sujet. Et pour cause. Nous savons que le PS, notamment à travers les déclarations de Jean-Marie Le Guen, chargé de la santé au PS, que le gouvernement de François Hollande n'a pas l'intention de remettre en cause les restructurations.
que lui nomme modernisation et que nous nommons casse des hôpitaux. Simplement, a-t-il dit, il faut faire attention aux gens, tout un programme. En clair, cela veut dire que la disparition des hôpitaux à taille humaine et leur regroupement en mégapoles déshumanisés, la réduction des personnels, l'augmentation des charges de travail et la réduction de l'offre de soins, la privatisation progressive, etc., vont se poursuivre. De façon moins brutale sans doute, mais se poursuivent tout de même. C'est pourquoi nous resterons mobilisés afin de défendre nos outils de travail, les hôpitaux. Il ne s'agit pas de faire un procès d'intention au nouveau gouvernement. Cependant, l'expérience passée nous a montré que la politique hospitalière a une fâcheuse tendance à se poursuivre, quel que soit le gouvernement en place. Un exemple parmi d'autres a été celui de l'Agence régionale d'hospitalisation, véritable officine dictatoriale, instaurée par le gouvernement de la gauche plurielle, d'abord, appelé plus tard ARS, qui a beaucoup servi la droite pour aider au démantèlement des services publics de santé. Nous ne demandons qu'à être rassurés par ce nouveau gouvernement, mais nous savons que, pour que la santé publique reste une santé qui soit au service de tous, pour qu'elle soit dispensée selon les besoins de chacun et non selon les moyens financiers des uns et des autres, pour que cesse l'hémorragie de personnel dans les hôpitaux, ce qui met en danger à la fois les patients et les personnels, bref, pour que cesse une politique de santé assujettie à des logiques comptables. La CGT Cochin s'est toujours opposée à cette conception et défend une santé en fonction de la logique médicale, ce qui n'explique pas une gestion saine. Il faudra que les travailleurs restent mobilisés aux côtés de la CGT. Et il faudra que les citoyens accordent leur confiance au député du Front de gauche afin que celui-ci appuie les revendications des travailleurs. Tout autre vote irait à l'encontre des intérêts des salariés. Voter PS ouvert, c'est voter le statu quo dans les hôpitaux. Voter UMP et consorts, y compris l'extrême droite, c'est voter pour le démantèlement des hôpitaux publics. Merci Marie-Florin et Bernard Justin. La lutte continue. La lutte continue aussi sur un autre sujet dont on a pas mal parlé pendant la campagne, mais trop peu depuis la fin de la campagne présidentielle. Il s'agit du logement. Alors je veux céder la parole maintenant. Le collectif logement. Le collectif logement Paris 14e a été créé en 2006 et existe toujours malheureusement. Alors nous sommes associés également au réseau Stop aux expulsions. C'est un réseau qui a pris naissance à Paris Centre et nous sommes tous membres au sein du collectif du RESEL 14e. Alors le but de notre association, c'est d'aider et de défendre les personnes qui sont en difficulté de logement. Alors qui sont ces personnes? Alors c'est les personnes qui n'ont pas de logement, les personnes qui sont en suroccupation et également les personnes qui sont en cours d'expulsion. Alors pourquoi en sont-ils arrivés là? En fait, ce ne sont pas des délinquants, des personnes malhonnêtes, c'est des personnes qui sont retrouvées dans des situations très difficiles, souvent dues à la crise économique, souvent par une perte d'emploi ou à une maladie, donc des accidentés de la vie. Ils ne l'ont pas choisi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on revendique? Alors on ne veut pas d'expulsion sans relogement décent, et je précise bien décent. On ne veut pas que ce soit des relogements à l'hôtel. Il faut vraiment trouver des solutions aujourd'hui. On ne peut pas laisser les gens à la rue. Il faut une baisse générale des loyers, c'est très important aussi. Il est inadmissible que les foyers dépensent plus de 50% de leurs revenus dans les loyers. Alors ce qu'on veut aussi, c'est la mobilisation de tous les logements vides, et il y en a. Et on veut également la construction de logements sociaux et de vrais logements sociaux.
Alors actuellement, ça fait 15 jours que nous faisons une campagne d'affichage pour interpeller tous les candidats aux législatives, donc des 10e et 11e circonscriptions du quartier, où on parle de nos revendications et on veut que ça soit porté et on veut être écouté. Parce qu'on ne veut plus maintenant, dans notre société, que les gens soient mal logés, que les gens soient à la rue. C'est très important et il faut vraiment en prendre conscience. On n'en parle pas assez et il ne faut pas lâcher. Voilà, donc l'affiche. J'en profite aussi pour saluer toutes les associations qui se sont déplacées ce soir, tous les élus, saluer la présence d'Igor Zanikey, secrétaire départemental du Parti communiste, de Manuel Bompard, co-secrétaire du Parti de gauche à Paris, de Bernard Jusserand de République et Socialisme. On va encore regarder une vidéo. Et cette fois-ci, c'est encore une vidéo de soutien. Il s'agit d'Alina Rouz, qui est présente ici aussi, conseillère de Paris au groupe communiste et élue du Parti de gauche. Tous les problèmes, non, les problèmes existent toujours. Et donc, je cède la parole à Anna Azaria, présidente de l'association Femmes Égalité. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je vais présenter très brièvement notre association. Femmes Égalité est une organisation qui milite pour défendre les aspirations, les revendications et les droits, en particulier des femmes des milieux populaires. Après avoir participé très activement à faire gagner le nom des gauches en 2005, le nom au traité constitutionnel européen. Après avoir résisté dès le premier jour à la politique de Nicolas Sarkozy depuis son élection, notre organisation est arrivée à la conclusion que pour avancer, pour que les droits des femmes des milieux populaires progressent, il fallait une alternative antilibérale, une alternative de rupture, une alternative unitaire, et c'est ainsi que nous avons décidé l'année dernière de soutenir la campagne du Front de gauche. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on a participé, nous tous, nous avons participé ensemble, et on peut dire que oui, nous avons réussi à nous débarrasser de Nicolas Sarkozy, le président des riches. On ne l'entend plus, ça nous fait du bien. Nous avons réussi à faire barrage à cette droite dure, à cette extrême droite perfide. Nous avons dit stop à toutes ces idées ultra-réactionnaires qui ont déferlé sur nous depuis des années, notamment tout au long de cette campagne. Alors oui, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous respirons mieux. Pour les femmes, avoir chassé du pouvoir le représentant de cette politique qui nous a plongés dans le chômage et la précarité, qui a démantelé les services publics, notamment celui de la santé et de l'éducation. Cette politique qui a mis en danger nos droits essentiels, notre droit à l'autonomie. Aujourd'hui, bon nombre des femmes des milieux populaires ne peuvent plus vivre de leur travail. Notre droit à pouvoir choisir de faire ou ne pas faire un enfant, parce que les centres d'IVG, notamment à Paris, ont fermé les uns après les autres. N'avoir plus à la tête de l'État Nicolas Sarkozy et son gouvernement est pour nous un grand soulagement. Maintenant,
il ne suffit pas de dire qu'il faut le changement. Ce qu'il nous faut, c'est un véritable bouleversement des politiques parce que nos exigences sont immenses. La lutte des ouvrières de l'Ejabi, des employés des Toits Suisses, celle des femmes des Sodi médicales, celle des femmes des Fralib, nous ont montré que l'exigence d'interdiction des licenciements boursiers est largement partagée par les femmes travailleuses. Le SMIC à 1 700 € et pas un petit coup de pouce qu'on nous annonce. La révalorisation des métiers féminisés avec reconnaissance de leur pénibilité et de leurs compétences. La suppression du temps partiel contraint, ce sont avant tout des revendications des femmes salariées. Parce que les smicards sont principalement des smicardes, sont majoritairement des femmes. Les 1 700 €, nous les voulons. Les caissières, les vendeuses, les femmes du nettoyage, les femmes qui travaillent dans l'aide à la personne, les cantinières, et je ne vais pas nommer toutes celles qui sont concernées. Toutes ces femmes sont au premier rang de la précarité. Toutes ces femmes sont au bas de l'échelle salariale, tout en bas. Et c'est en répondant à ces exigences, qu'on va vraiment avancer vers l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. L'inégalité des salaires, tout le monde la dénonce. Tout le monde promet d'y remédier. Mais personne jusqu'à là n'y a mis un terme. Parce qu'il ne suffit pas d'une loi, aussi utile et nécessaire soit-elle. Il s'agit maintenant de s'affronter au patronat. Il s'agit maintenant de s'affronter à l'État patron pour que tous ces bas salaires touchés par les femmes soient augmentés. Ce n'est que comme ça qu'on va obtenir l'égalité salariale. La retraite à 60 ans, à tout plan, et pas les 41,5 années d'annuité qu'on nous annonce. L'augmentation des pensions de retraite, ce sont des revendications pour nous tous. Mais pour les femmes, c'est plus que cela. Pour les femmes retraitées, il s'agit de survie. Ce sont des femmes retraitées qui vivent avec des toutes petites retraites après des années et des années de travail. La construction des crèches, les investissements massifs dans l'hôpital public, ce sont aussi des revendications importantes pour les femmes. La loi Bachelot, il faut l'abroger, tout simplement l'abroger. Elle a fermé des hôpitaux, elle a fermé des services, elle a fermé des maternités, elle a créé les usines à bébés, là où les soins pour les femmes se sont dégradés. Et les centres d'IVG qui ont été fermés, il faut les réouvrir. Ce sont des revendications essentielles pour la santé des femmes. Alors je vais vous parler d'une revendication qui nous est chère. La régularisation des travailleurs et des travailleuses sans papier. C'est une exigence qui s'impose. C'est leur mouvement fort, des civils grévistes, avec des manifestations massives. C'est ce mouvement qui a permis de jeter par terre l'image comme quoi l'immigré vient ici pour profiter des aides. Non, il vient ici pour travailler. C'est ce mouvement qui a permis de montrer qu'il s'apporte à l'économie et qu'il s'apporte à la société. Et c'est ce mouvement qui a permis à Jean-Luc Mélenchon de pouvoir dire haut et fort pendant toute la campagne que l'ennemi, ce n'est pas l'immigré, mais c'est les financiers. À ces travailleurs et à ces travailleuses, à ces acteurs et actrices d'un tel mouvement, nous leur devons, c'est un devoir pour nous, nous leur devons la régularisation. Veulent des réponses. Toutes ces revendications sont dans les programmes humains d'abord. Toutes ces revendications ont été les moteurs
de la campagne qui a permis de chasser Nicolas Sarkozy. Alors aujourd'hui, il nous faut choisir des candidates et des candidats qui vont porter avec courage ces revendications à l'Assemblée nationale. Des candidates et des candidats qui ne vont pas plier devant la finance, qui sauront fermer les robinets qui a arrosé les plus riches pendant des années. Des candidates et des candidats qui, avec courage, vont bloquer tous les projets de la droite et de l'extrême droite. Alors notre organisation appelle à voter pour les candidats et les candidates qui vont porter le programme L'Humain d'abord, c'est-à-dire les candidats et les candidates du Front de gauche. Et ici, dans les 14e, c'est Dominique Noguer. Et je parle aussi pour Leila Chahine, parce qu'elle est aussi candidate pour la 10e circonscription. Nos voix, c'est pas un chèque en blanc, ce sont nos voix. Mais surtout, restons avec eux, mobilisés pour montrer à ces gouvernements que nos exigences, on est déterminés à les imposer. Merci. Merci Anna. Vous le voyez, ces 3 premières interventions montrent à quel point de plus en plus de syndicalistes, de responsables associatifs viennent auprès du Front de gauche parce qu'ils savent qu'ici, ils sont écoutés, pas seulement le temps d'une élection, mais qu'on est avec eux. Et à ce propos, je voudrais citer toutes les associations qui ne sont pas forcément membres du Front de gauche, mais qui sont présentes à ce rassemblement, et les remercier vivement pour leur présence. Le collectif logement donc, que nous avons entendu, Paris 14e, le collectif de Port-Mahon et de la ferme de Montsouris, l'association France-Palestine Solidarité, Paris 14e, Femmes Égalité, que nous avons entendu à l'instant, la Ligue des droits de l'homme, 14e, 6e, et enfin, le réseau Éducation sans frontières. Et qui demeure d'actualité. La gauche ne peut décevoir en retombant dans ses errements passés et se contenter de mesurettes pour ne pas déplaire au marché financier et aux agences de notation financière internationale. Les questions socio-économiques se sont imposées dans le débat de la campagne des élections, tant les conséquences de la crise du système capitaliste sont prégnantes et impactent négativement le quotidien de nos concitoyens. Le Front de gauche, avec son programme L'Humain d'abord, fort de solutions, de propositions radicales, en rupture avec les solutions libérales et en résonance avec les mouvements sociaux et sociétaux, a grandement contribué à ce que de plus en plus de monde adhère à l'idée qu'austérité ne rime pas avec fatalité. L'Humain d'abord, c'est avant tout, ou au-delà d'une préférence morale, c'est une véritable stratégie contre la crise qui porte une autre organisation de la société, un autre modèle de développement, qui porte la transformation sociale. La création du Front des luttes au sein du Front de gauche, que j'ai le plaisir de co-animer avec d'autres acteurs, naturellement, des élus politiques issus des formations qui proposent au Front de gauche, des militants syndicalistes et associatifs. Ce Front des luttes a permis de mettre en réseau les acteurs des mouvements sociaux et associatifs. C'est un outil qui, à mon sens, a contribué à recréer des liens plus étroits avec le monde du travail, en considérant que nous ayons tiré un certain nombre d'enseignements du passé, notamment en 2007, où vous également, vous n'avez pas digéré le fait que l'ex-maire de Neuilly, Sarkozy, se soit présenté avec un certain succès comme le candidat des travailleurs.
Donc, ce front des luttes, recréant des liens, jetant des mots avec le monde du travail, les privés d'emploi et singulièrement avec le mouvement syndical, dans le respect, et j'y insiste, de l'indépendance et de l'autonomie des uns et des autres. En se disponibilisant auprès des entreprises en lutte et à la demande des salariés et de leurs syndicats, le Front des luttes a démontré son utilité en travaillant à la traduction dans le champ politique des revendications et des exigences portées par les mouvements sociaux. Cela a permis qu'une bonne partie du mouvement syndical s'implique concrètement dans la construction d'une alternative politique à gauche, en passant d'une posture classique d'un soutien sympathique à un investissement réel dans la campagne du Front de gauche. Cela a pesé dans le résultat obtenu, le bon résultat obtenu par notre candidat commun, Jean-Luc Mélenchon. Plusieurs sondages ont indiqué que les ouvriers, par exemple, ont mieux voté à gauche au premier ou deuxième tour de la présidentielle que précédemment, au point que l'Humanité a publié un sondage affichant le fait que 70% des ouvriers ont voté François Hollande au deuxième tour. C'est, et vous le témoignez par vos applaudissements, un point d'appui pour poursuivre notre démarche de résistance et de conquête permettant la mise en œuvre d'un vrai changement de politique dans ce pays. C'est pourquoi, au niveau du Front des luttes, nous proposons que la semaine prochaine, dans chaque circonscription, des rencontres soient organisées avec les candidates et les candidats du Front de gauche, les salariés des entreprises du secteur et avec les représentants des syndicats pour ne rien lâcher de ce qui a fait le fondamental de notre campagne, à savoir notre proposition de sortie de crise, entendre les revendications et continuer à démasquer l'imposture sociale du Front National, véritable impasse, arnaque pour le monde du travail. En travaillant ainsi, nous continuons à nourrir cette interaction entre mouvement social, mouvement politique et dynamique électorale. Comme la dynamique ne doit pas s'arrêter, au regard des échéances qui attendent le peuple, singulièrement le monde du travail, puisque la presse fait l'écho aujourd'hui de nombreux plans dits sociaux qui pourraient être mis en œuvre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Un grand sommet social est prévu avant le 14 juillet. Nous allons donc, au niveau du Front des luttes, du Front de gauche, réunir le 27 juin prochain à Paris de nombreux syndicalistes, notamment et prioritairement ceux qui se sont impliqués dans la campagne du Front de gauche, au fin de réfléchir ensemble à comment on pérennise cette dynamique du Front des luttes. Il nous faut maintenir et amplifier un rapport de force favorable aux travailleurs, apte à peser efficacement sur le cours des choses. Cela est d'autant plus impératif que, comme le titre l'Humanité dimanche de cette semaine, le quinquennat social de François Hollande a commencé piano, piano. Il y a, certes, sur le dossier des retraites, une première mesure qui ouvre, c'est vrai, une brèche dans la réforme libérale de 2010 et qui peut d'ailleurs susciter des vocations au travers de l'Europe, où les luttes se développent contre les plans d'austérité. Mais cette mesure, aussi importante soit-elle, reste en deçà des attentes et des besoins. Sur l'aspect, c'est pourquoi d'ailleurs le Front de gauche réinsiste sur sa proposition, oui, du retour à la retraite à 60 ans pour tous à taux plein, avec comme salaire de référence, donc 75% du salaire de référence, et c'est d'autant plus urgent et impératif qu'aujourd'hui, nous avons, dans les tranches d'âge de 55 à 64 ans, que 39% des gens qui sont au travail. Et nous avons qu'un salarié sur deux au travail qui liquide ses droits à la retraite. Donc le fait, effectivement, de remettre en cause cette réforme rétrograde de 2010 et de permettre de nouveau aux gens de partir à la retraite à 60 ans à tout plein, eh bien, ça doit libérer, effectivement, des emplois pour les chômeurs et pour les jeunes, notamment.
sur l'aspect du pouvoir d'achat, notamment sur le SMIC, là aussi, et ça a été dit avant moi, un coup de pouce est annoncé sans qu'on connaisse l'épaisseur du pouce. Alors, là, je le redis, mais certainement que Pierre y reviendra dans son intervention, si on veut se donner les moyens de sortir de la crise, il faut qu'on remette du carburant dans la machine, dans le moteur de la croissance. Notre revendication d'un SMIC à 1 700 € brut, qui, je le rappelle d'ailleurs, est une revendication portée par les syndicats, singulièrement par la CGT qui donne l'élan en la matière, c'est un salaire minimum vital pour permettre aux gens de pouvoir vivre décemment. Comment aujourd'hui, en France, vit-on avec un salaire minimum à moins de 1 100 € net par mois? Et rappelons que le SMIC, c'est un salaire horaire et mensuel à la fois. Il faut également souligner la réalité des choses. 40% des branches professionnelles aujourd'hui ont des minima de rémunération qui sont inférieurs au SMIC. Nous disons donc, le SMIC à 1 700 € brut, ça ferait effectivement une augmentation de l'ordre de 21,6%. Cela ferait 1 335 € net par mois. C'est quand même pas un luxe comparé au salaire, rémunération des patrons du CAC 40 qui ont vu leur rémunération progresser de 34%. Aujourd'hui, en moyenne annuelle, c'est de l'ordre de près de 3 milliards d'euros. Sans parler, bien sûr, de la somme des dividendes versés aux actionnaires qui dépasse aujourd'hui en France la somme des investissements investis dans les investissements publics. Oui, aujourd'hui, nous avons près de 17% de personnes qui sont au SMIC, dont 80% de femmes. Alors, quand on dit 1 700 € brut par mois, c'est pas tout. Parce que derrière, historiquement, il y a eu un appel d'air. Il faut engager des négociations dans les entreprises et les branches pour revaloriser l'ensemble des rémunérations, pour revoir les grilles de qualification et de classification, et pour relever les minima sociaux. C'est ça le chantier qui nous attend. Il y a aussi un autre enjeu que je voudrais évoquer devant vous, parce que on s'est trouvé souvent dans les rues, dans les grèves, dans les manifestations, avec les syndicats, le monde du travail, l'ensemble des formations de gauche, pour dénoncer et combattre les lois de régression sociale de Sarkozy, les lois sécuritaires. Aujourd'hui, la question est de dire, mais qu'en fait-on de ces lois? Et notamment, il me semble, au niveau du front de gauche, et nous portons cette exigence, il faut abroger, par exemple, la loi sur la révision des politiques publiques, la RGPP, qui est un véritable arsenal de casse des missions de service public et des emplois de service public. Il faut abroger la loi TEPA, qui effectivement prévoit la défiscalisation des heures supplémentaires, mais qui a privé le budget de l'État de plus de 4 milliards d'euros en moyenne annuelle, et qui a, je dirais, bloqué le recrutement de 400 000 jeunes par an. Il faut bien sûr abroger cette loi concernant les collectivités locales, mais aussi la loi, la nouvelle organisation du marché de l'électricité, qui va au-delà des directives européennes et qui met dans les mains du marché privé 25% des tarifs d'électricité. Il est vrai aussi, puisque nous avons été ensemble pour réclamer un référendum citoyen contre la loi qui a effectivement modifié le statut de la Poste. Et donc, il faut abroger cette loi aujourd'hui. Nous sommes au pied du mur, face aux travaux pratiques. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure par la camarade sur l'hôpital public, cette loi hôpital, patient, santé, territoire, il faut aussi l'abroger, comme il faut abroger la tarification à l'activité. Alors, quand j'entends aujourd'hui la ministre chargée de cette question qui dit il n'est plus question d'abroger, il faut aménager, modifier à la marge. Donc ce sont des questions importantes. Et comme aussi, il faudra s'attaquer aux directives européennes de libéralisation qui contribuent à démanteler, à saccager nos grands services publics, et notamment nos services publics de proximité. On le voit si on veut qu'à l'Assemblée nationale, là où se font et défont les lois, ce soit le lieu où se concrétisent les changements attendus, bien sûr, il nous faudra disposer
d'une gauche courageuse, combative, audacieuse, qui affronte résolument le marché financier, mais qui affronte la droite et le patronat, le MEDEF, qui réclame d'ores et déjà de nouveaux pouvoirs de nuisance. C'est tout l'enjeu des élections législatives et du nombre de députés du Front de gauche au sein de l'hémicycle. Un éditorialiste écrivait hier, et je pense que je reprends à dessein sa formule, qui me paraît lourde de sens. Il est une leçon de l'histoire qui n'a jamais été démentie. Aucune grande avancée sociale et démocratique n'a été rendue possible sans l'influence de cette gauche combative et inventive qui trouve aujourd'hui son expression dans le Front de gauche. Le refus de la financiarisation de l'économie, une nouvelle répartition des richesses, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, l'engagement d'un processus pour produire autrement, notamment avec la planification écologique que nous portons, la reconstruction et le développement des grands services publics pour rendre effectifs les droits fondamentaux. Bien sûr aussi, la mise en œuvre de droits et de pouvoirs nouveaux pour les travailleurs et leurs représentants, mais aussi pour les usagers, afin de peser sur les stratégies gouvernementales et patronales. Eh bien, on le pourra, à la condition qu'il y ait de plus en plus de députés en plus grand nombre, Front de gauche au Parlement, appuyés par un rapport de force créé par l'élite sociale. Au Front de gauche, nous voulons tout d'abord confirmer, en juin, et amplifier la défaite de la droite, continuer notre combat salutaire contre l'extrême droite. Et nous voulons, dans le même temps, de façon exigeante, œuvrer pour que la gauche réussisse, non pas en 2017, mais tout de suite, au regard de l'acuité de la crise et des urgences sociales qu'il a lieu de satisfaire. Les députés du Front de gauche feront la meilleure caisse de résonance au Parlement, de ce qui monte parmi les populations en France et sur tout le continent, contre l'austérité et pour réorienter radicalement la construction de l'Union européenne, pour une Europe de progrès, de coopération, de développement, de solidarité. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, je demeure profondément persuadé, et je le réaffirme ici, il n'y aura pas de changement réel de politique, de rupture concrète avec le libéralisme, de traduction effective des attentes populaires, s'il n'y a pas un fort groupe de députés du Front de gauche à l'Assemblée nationale. Et comme l'ont exprimé tout à l'heure les syndicalistes, ce groupe de députés Front de gauche en ont à l'Assemblée nationale pourra utilement relayer les urgences sociales et les exigences citoyennes exprimées par les luttes. Oui, l'Assemblée nationale mérite, mais a aussi besoin de compter dans ses rangs des députés de la trempe de Dominique Noguer, mais aussi de Leïla Chabi, dont les parcours respectifs s'identifient bien à l'humain d'abord. Oui, les 10 et 17 juin prochains, le vote utile et efficace pour la gauche, pour le peuple, pour le monde du travail et des privés d'emploi, ce sera le vote Front de gauche. Votez et faites voter pour Dominique et Leïla. Merci Olivier. Nous allons enchaîner avec une autre vidéo de soutien à Dominique Noguer et Théo Abramovitch. Il s'agit de l'écrivaine Carole Achache qui apporte son soutien au Front de gauche. Nos candidats, les candidats du Front de gauche dans les 10e et 11e circonscriptions. La première à qui je vais passer la parole a créé il y a quelques années le collectif La Pelle et la Pioche. Elle a été membre du NPA et a ensuite rejoint le parti de gauche pour intégrer le Front de gauche. Je passe la parole à la candidate du Front de gauche dans la 10e circonscription de Paris, Leïla Chabi.
Bonjour. Je remercie les organisateurs, le Front de Gauche de la 11e circonscription d'avoir invité la voisine, moi, puisque je suis candidate sur la 10e circonscription. Alors pour ceux qui ne voient pas le découpage, qui est un petit peu compliqué, biscornu, la 10e circonscription, c'est l'ouest du 13e arrondissement et tout le sud du 14e. Voilà, c'est pas du tout cohérent, c'est le redécoupage de la droite, merci la droite. Et donc c'est la première fois que je me présente à une élection. Je pense que la plupart d'entre vous ne me connaissent pas. Je suis secrétaire nationale du parti de gauche, chargée des questions de précarité, secrétaire nationale à l'abolition du précariat. Et c'est les luttes contre la précarité, c'est le précariat qui m'a amené à faire de la politique, qui fait que je suis aujourd'hui au Front de Gauche, que j'ai décidé, avant de faire le pas d'engagement politique avec le NPA. Et c'est un combat, la lutte contre la précarité, qui m'est cher. Et si je suis élue députée, c'est quelque chose que je porterai avec force et conviction à l'Assemblée nationale. En fait, la précarité, c'est large, hein, c'est la précarisation des conditions de vie s'étend à une part grandissante de la population, à des gens qui n'étaient pas touchés encore il y a quelques années. On connaît tous un précaire quand on n'est pas précaire, et même quand on n'est pas précaire, on est touché par la précarité. Aujourd'hui, même quand on est en CDI, eh bien on est sous la pression de la précarité parce que c'est utiliser cette précarité par le capitalisme pour mettre la pression à l'ensemble du salariat, pour vous dire quand vous êtes en CDI, attention, tu ne vas pas revendiquer, tu ne vas pas te mettre en grève, tu ne vas pas demander une augmentation de salaire, parce que sinon, regarde la porte de l'entreprise, il y a tout un tas de gens qui pourraient faire le même boulot que toi avec un contrat de travail qui coûterait beaucoup moins cher. Donc ça s'étend vraiment à toute la population. Moi je l'ai connu, ce problème-là, quand je suis arrivée sur Paris il y a 7 ans, à la fin de mes études, un diplôme en poche, plutôt bon diplôme hein, d'ailleurs. Je l'ai connu par les stages. Je cherchais du boulot, et puis comme toute une génération, hein, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières que je vous raconte ça, c'est juste quelque chose de normal dans ma génération et au-delà. On cherche du travail, on se retrouve face à des entreprises qui n'ont que des stages à proposer. Des stages à 30% du SMIC. Et alors vous vous dites, bon, je vais faire un stage, ça va me faire de l'expérience, puis après vous en faites un deuxième, puis après vous en faites un troisième. Et comme ça, tout le temps, et vous vous rendez bien compte quand vous faites ce stage à 30% du SMIC sans contrat de travail, que le boulot que vous faites, ça pourrait être un salarié qui le ferait. Le boulot que vous faites, ça pourrait être un salarié qui devrait le faire, mais ça pourrait être vous-même aussi. Si vous n'étiez pas stagiaire, vous êtes en concurrence avec le salarié qui aurait fait ce boulot avec un contrat de travail, et vous êtes en concurrence avec vous-même parce que finalement ce que vous cherchez c'est à travailler et pas à travailler gratuitement. À l'époque, il y a 7 ans, quand on a créé le collectif Génération Précaire, il y avait 800 000 stagiaires. Aujourd'hui, en 2012, il y en a 1 600 000. Je ne dis pas qu'il y a 1 600 000 stagiaires, que tous les stagiaires devraient être automatiquement requalifiés en CDI, en contrat de travail. Je ne dis pas ça, hein. Je ne dis pas qu'il y a 1 600 000 emplois déguisés. Mais quand même, quand on regarde tout le boulot, tout ce qui est produit par ces 1 600 000 personnes, vous imaginez les centaines de milliers d'emplois en CDI à tremplin qu'on pourrait créer? Voilà, je vous ai parlé des stages, mais j'aurais très bien pu vous parler des CDD, de l'intérim, l'auto-entrepreneuriat, toutes ces nouvelles formes de contrats de travail discount, de salariat à tarif réduit qu'on invente comme ça de plus en plus. J'aurais pu vous parler des chômeurs. Moi, la lutte contre la précarité aussi, je l'ai aussi vécu sous l'aspect du logement, parce que le parcours du combattant pour avoir un logement aujourd'hui, et même quand on a un travail, et surtout dans une ville comme Paris, c'est le même parcours du combattant que celui pour accéder à un emploi. Avec le collectif Jeudi Noir, on a d'abord occupé un immeuble rue de la Banque, où moi j'ai habité pendant 1 an et demi, et puis ensuite on a réquisitionné nous-mêmes, parce que l'État ne le faisait pas, parce que l'État n'appliquait pas la loi de réquisition, on a réquisitionné des immeubles dans des endroits assez symboliques, comme par exemple avenue Matignon, à 2 pas de la maison de celui qui est maintenant parti à Marrakech. Place des Vosges aussi, dans un immeuble qui était vide depuis 40 ans, un hôtel particulier. Enfin, si je vous raconte ça, c'est pas pour vous faire mon autobiographie, mais c'est pour vous dire que tout ça c'est essentiel, la lutte sur le terrain. Il faut continuer à le faire, il faut continuer pour pallier au manque de l'État, pour résister, pour mobiliser les gens, et puis pour gagner. Parfois on gagne, mais
moi je me suis aperçue au bout de quelques années de lutte dans ces collectifs qu'on pouvait pas, qu'il y avait une nécessité d'un débouché politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis au Front de Gauche. Avec ces collectifs, souvent on a eu un super effet qui se coule au niveau de la sensibilisation. Tout le monde parlait de nous. Et du coup, les ministères étaient obligés de nous recevoir. On arrivait à franchir la porte des ministères, on avait bossé nos sujets, on arrivait avec plein de propositions, on avait écrit des amendements, j'ai déjà d'entraînement pour l'Assemblée nationale, hein, j'en ai écrit un paquet d'amendements. Et à chaque fois, on avait une fin de non-recevoir. On avait certaines propositions qui coûtaient cher, hein, c'est normal parce que ça coûte cher hein, de rétablir le droit à l'emploi et le droit au logement. On avait des propositions qui coûtaient 0 €. Et à chaque fois, on nous disait, bah non, c'est pas possible. Bonjour, ben non, c'est pas possible, on vous rappellera. Et puis on se rend compte, au fur et à mesure, dans ces luttes, qu'on ne peut pas déconnecter notre combat thématique, que ce soit sur la précarité, sur le droit au logement, sur le droit à l'emploi, on ne peut pas le déconnecter du projet plus global de société dans lequel les choses sont mises en œuvre. Et c'est pour ça qu'au fil des ans, je me suis retrouvée face à la nécessité d'agir sur le terrain politique. Et je pense que le Front de Gauche est essentiel pour donner un débouché politique aux luttes sociales, aux luttes que je viens de citer, mais pas que, à toutes les luttes, toutes les mobilisations. Et bon, Didier qui a parlé avant est bien placé pour en parler avec l'expérience du Front des luttes, notamment. Aujourd'hui, si on veut donner un débouché aux revendications du mouvement social, on pourra le faire que par une transformation radicale de la société. À chaque fois, que ce soit sur nos luttes pour le droit au logement, pour le droit à l'emploi, pour le droit à l'accès à la santé, on s'affronte à un problème de fond, c'est le système capitaliste. C'est le système capitaliste qui fait que s'il y a des immeubles vides dans Paris, on préfère privilégier le droit de propriété plutôt que le droit au logement qui est censé être un droit fondamental. C'est le système capitaliste. C'est le système capitaliste qui fait qu'on est dans un pays où on dit que tout travail mérite salaire et où on invente toujours des nouvelles manières de ne pas payer les gens ou de les sous-payer et d'avoir des dérogations au code du travail. Souvent, on nous appelle l'extrême gauche. Et je pense que là, on a marqué des points avec la campagne présidentielle. D'abord, avec le score. Alors évidemment, moi aussi, je fais partie de ceux qui ont cru au dernier sondage et espéraient qu'on allait faire encore plus. Mais quand on regarde quand même qu'on a fait 11%, là où on a eu une grosse avancée, c'est que nos idées sont en train de devenir majoritaires. Et maintenant, on n'est plus l'extrême gauche. On n'est plus considéré comme 2-3 gauchistes rêveurs. On est vraiment central. On est vraiment la gauche. On est devenu la gauche, le centre de gravité pour la gauche aujourd'hui. Tu l'as dit, Anna, ça fait plaisir. On est content et on aimerait que leur changement, ça reste pas qu'un slogan de campagne. Nous, on a les solutions pour sortir de la crise. On dit clairement que pour sortir de la crise, il faut s'attaquer à la finance. On dit clairement que l'austérité, ce ne sera pas une solution à la crise. Et ça, il suffit de regarder ce qui s'est fait chez nos voisins européens. Il suffit de regarder les Grecs, pour prendre un exemple comme ça, au hasard. Ça fait 9 plans de rigueur, 9 fois qu'on leur dit « serrez-vous la ceinture, vous allez sortir de la crise ». Et regardez, ils sont dans un état encore pire que ce que c'était au départ. Donc la solution, ce n'est pas les politiques d'austérité. On le voit en Espagne, on en parlait encore tout à l'heure avec Dominique avant le meeting. L'Espagne est en train de subir, les Espagnols sont en train de subir le même sort que les Grecs. Donc si on veut sortir de la crise, il ne faut surtout pas faire ce qu'on fait Papandreou, Socrates au Portugal ou Zapatero en Espagne. C'est l'inverse qu'il faut faire, c'est s'attaquer au marché financier. Nous disons au nouveau président et au nouveau gouvernement qu'il va être obligé de choisir entre l'intérêt des marchés et l'intérêt du peuple. Il peut faire le bon choix. Aujourd'hui, il a toutes les cartes en main pour faire le bon choix. Nous, au Front de Gauche, on a une longueur d'avance parce qu'on a déjà choisi. On a choisi le peuple, quitte à se mettre à dos la finance. On a choisi l'humain d'abord. Et plus il y aura de députés Front de Gauche à l'Assemblée nationale, plus nous aurons de chances que les choix pensent en faveur des peuples et de l'intérêt général. Alors pour ces élections législatives, maintenant, donc on a viré Sarkozy, on a commencé à faire le ménage. Le ménage qu'on a commencé à faire, il faut le poursuivre à l'Assemblée nationale en votant évidemment à gauche. Pour faire en sorte qu'il y ait de moins possible de députés de droite. Mais maintenant,
La question, c'est quelle orientation on veut donner à cette gauche. C'est fini l'époque où, il y a encore quelques semaines, là, vous vous rappelez quand on nous disait attention, attention, faut que tu votes Hollande, sinon Sarkozy va repasser, attention, attention, vote Hollande, sinon on va avoir un 21 avril bis. Tout ça, c'est fini, c'est bon, Sarkozy l'a dégagé, et puis en plus, là, sur aussi bien la 11e circonscription que la 10e circonscription et que toutes les circonscriptions parisiennes, on a la chance quand même d'être la troisième force du pays et de ne pas avoir un Front National au niveau où il est, au niveau national. Donc la question qui vous est posée, c'est qu'est-ce que vous voulez donner comme orientation à gauche? Ne subissez plus le chantage, ne subissez plus la pression d'un pseudo-vote utile, et faites-vous plaisir, quoi. Je terminerai juste pour vous dire que Dominique Noguer et moi-même, si on est élus à l'Assemblée nationale, on sera les députés qui ne lâchent rien. Merci. Merci Léa. Et bon courage pour la suite de la campagne. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on reparle beaucoup ces derniers temps d'austérité, de crise, de dette, de croissance. Quelle croissance? Ça avait été un peu mis sous l'étouffoir pendant la campagne présidentielle, à part au front de gauche. Et pendant des mois, on a été les militants de l'explication des enjeux de la crise. Et on avait ce programme L'Humain d'abord pour y répondre. Et cette vidéo a été faite à ce moment-là par des sympathisants du front de gauche. Clémentine Autain lui a donné sa voix. On va écouter cette vidéo, donc la dette, c'est chouette. La dette, c'est chouette. Enfin, ça dépend. Parfois, on a besoin d'argent pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des voies de chemin de fer, des stades, des piscines, des universités, des églises. Ah non, ça c'était avant. Des éoliennes, des maisons de retraite, des musées, des théâtres. Ça coûte des sous de construire tout ça. Alors on emprunte. Ça, c'est de la dette légitime. On remboursera avec nos impôts petit à petit. Cette dette légitime, c'est un tiers de la dette totale. Mais les 2 tiers qui restent, c'est quoi? Eh bien voilà. Il y en a un à qui on a dit « Ah, vous, c'est pas la peine de payer trop d'impôts. » Celui-là, appelons-le le riche. On lui a baissé l'impôt sur les revenus du capital, on lui a baissé les impôts sur les sociétés, baissé les impôts sur les hauts revenus, baissé l'impôt sur la fortune. On lui a créé des niches fiscales, créé un bouclier fiscal. On l'a exonéré de cotisations sociales. Grâce à toutes ces mesures, on s'est dit que le riche allait faire bon usage de son argent et qu'il le réinvestirait pour créer plus de richesses. Eh bien non, le riche veut être encore plus riche. Cet argent, au lieu de l'investir, il le met dans des paradis fiscaux. Et il le joue au casino, en bourse. Là, il mise sur des produits financiers complexes, très rapidement et très fortement rémunérateurs, mais également très risqués, qui pourrait produire la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30. Pardon, qui a produit la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30. Et c'est la crise, la récession. On crée moins de richesses et donc l'État, avec son petit taux d'imposition, n'arrive plus à rembourser sa dette. Il supprime des postes d'infirmières, de professeurs, de policiers, de juges, d'assistantes sociales, de curés, ah non, ça on avait dit non, de gardiens de musée, de stadiers, de maîtres nageurs. Parce qu'il faut faire des économies, c'est l'austérité. L'État est rincé, mais la crise le pousse à dépenser plus. Dépenser plus en assurance chômage, dépenser plus en prime à la casse, dépenser plus en plan de relance. Et pour ça, l'État emprunte, et la dette explose. Les voilà, les 2 tiers de la dette. Ces 2 tiers illégitimes. C'est la dette des riches, de leurs crimes et des cadeaux qu'on leur a fait.
Mais écoutez la suite, c'est beau comme une crèche. Et pour financer la crise du riche, à qui on emprunte? Aux riches. On lui emprunte un argent qu'il aurait dû payer en impôts. Et qu'on devra lui rembourser. Avec des intérêts. Et ça, c'est le pompon, le bouquet, le comble. Mais surtout injuste. Pas chouette, mais alors pas chouette du tout. Alors stop, on réfléchit. Il faut un moratoire pour faire le ménage. Mais un vrai ménage, hein, dans tout ce bazar. On veut bien rembourser, mais ce qu'on doit, et pas plus. Et certainement pas aux riches. Un moratoire pour décider démocratiquement ce qu'on fait de la dette. Pour reprendre en main notre avenir, pour refuser de se soumettre au pouvoir de la finance. Un audit pour se donner les moyens de contrôler nos choix collectifs. Alors, on arrête tout, on fait le tri, et c'est moins cher, et c'est plus juste, et c'est plus chouette. Alors, on a entendu Leïla, on va maintenant entendre une militante des droits de l'homme de longue date qui s'est engagée dans le front de gauche de longue date aussi et qui se présente dans la 11e circonscription pour être la députée du front de gauche, Dominique Noguet. Chers amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour cette rencontre qui marque une étape importante dans le déroulement de notre campagne électorale. L'engagement militant que je porte de longue date et qui n'est pas celui d'un parti politique, mais celui d'une citoyenne engagée au sein du Front de gauche, me permet d'avoir un regard différent et nouveau sur la politique. C'est au sein du Front de gauche que j'ai pu y trouver l'espace nécessaire pour exprimer mes idées et mes combats, et je m'y investis pleinement. Si je suis élue des circonscriptions, c'est bien évidemment pour m'occuper des intérêts de ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais pas seulement. Sur le plan local, je travaillerai bien sûr en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, à mon niveau avec les mairies, celles du 6e et celles du 14e arrondissement, pour faire remonter tout ce qui peut, au niveau des pouvoirs de l'Assemblée, être favorable aux intérêts des habitants. On pourra compter sur moi pour soutenir les luttes des syndicats et des associations qui représentent autant d'aspirations légitimes que de pépinières d'idées. Et, élu de la nation, je participerai bien sûr au débat sur l'élaboration des lois. Je tiendrai ma place au sein des commissions diverses, au sein de l'Assemblée nationale, afin de faire avancer le travail législatif. C'est une grande mission, une noble mission, dont je mesure aujourd'hui l'ampleur et à laquelle je m'engage à me consacrer entièrement, sans rechercher d'autres mandats auxquels je ne pourrais consacrer le temps suffisant. Le travail de l'Assemblée nationale est suffisamment important pour que toute mon énergie y soit consacrée. Et je dois franchise et honnêteté à mes électeurs. Je ne les abandonnerai pas en cours de route au prétexte d'une opportunité de carrière. Ceux qui m'auront élu pourront compter sur mon engagement pour faire avancer la justice sociale à tous les niveaux dans le cadre de mon mandat. Parmi les soutiens que j'ai reçus, j'ai eu celui de Gérard Morvillan, auteur, réalisateur que vous connaissez. Et je le cite: « Il y a une question que le politique ne se pose pas ou refuse de se poser, la question morale. Le précédent gouvernement avait érigé le cynisme en vertu et décrété moderne de le faire dès qu'on l'accusait de mépriser les hommes et les femmes les plus pauvres, de développer un discours ouvertement xénophobe et raciste, de servir sans vergogne les intérêts des nantis.
Or, il est immoral qu'aujourd'hui en France, on puisse gagner en 1 heure ce qu'un autre ne gagnera jamais en une vie. Comme il est injuste et immoral qu'une victime d'un accident du travail soit taxée sur ses indemnités alors que les revenus de l'argent échappent majoritairement à l'impôt. Comme il est injuste et immoral que l'accès aux soins, à l'éducation, à la justice soit désormais prioritairement accessible aux seules classes favorisées. Comme il est injuste et immoral qu'à l'égalité, on veuille substituer la charité. Le programme, l'humain d'abord, propose une vision radicalement différente de la politique, et c'est pour ça que j'y souscris totalement. Je prendrai quelques exemples. Sur les institutions, nous avons vu au travers de l'élection présidentielle la perversité des institutions de la Ve République, ce coup d'État permanent, comme le disait si bien le candidat François Mitterrand. Ultra-personnalisation du système, mais aussi question fondamentale. Le président du peuple ou le peuple du président? Oh non, ce n'est pas un jeu de mots. L'échec de l'accord entre le Parti socialiste et le Front de gauche n'en est un cas d'école. Les quelques 4 millions de Français qui ont permis l'élection de François Hollande et la victoire de la gauche se retrouvent donc ainsi instrumentalisés dès le début de la campagne des élections législatives. Tout est fait pour concentrer les esprits sur un sujet central. Le président aura-t-il les pouvoirs pour gouverner comme il l'entend? Le président nouvellement élu ne semble pas vouloir permettre une négociation avec le Front de gauche. On l'a compris. La plupart des ministres vont se présenter aux élections législatives. S'ils sont élus, on ne les verra pas à l'Assemblée nationale. Quant à leurs différences politiques affichées précédemment, elles seront totalement étouffées par la, entre guillemets, solidarité gouvernementale. Et que dire des petits arrangements entre candidats et suppléants qui défendent des idées opposées, par exemple sur la question palestinienne, et s'arrangent pour partager leurs ambitions sur le dos des électeurs. C'est ça la démocratie? Décidément, oui, le Front de gauche a bien raison de continuer de mettre en place son combat pour la 6e République, pour une République sociale et démocratique, comme il le dit si bien dans son programme. Et je profite de ce moment pour adresser mes vœux les plus sincères à Jean-Luc Mélenchon, qui a lancé ce beau défi à Hénin-Rouen. Et je le cite là aussi. Les citoyens veulent majoritairement être représentés à l'Assemblée nationale par quelqu'un qui porte comme réponse à la crise le social et pas l'ethnique. Voilà ce que c'est que le programme. Je citerai par exemple, parmi eux, la planification écologique. Ah, quel terme! Que n'avons-nous pas entendu quand on a prononcé ce terme de planification écologique? Alors, comme son nom l'indique, ce projet est de s'extraire du court terme pour penser et mettre en œuvre des politiques économiques, gouvernementales, environnementales, sociales à long terme. Et cette évolution s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus global de réinvention de l'anticapitalisme autour des luttes et des revendications écologistes depuis le début des années 2000. En témoigne l'émergence de mouvements pour la justice climatique, pour la reconnaissance de la dette écologique, qui conjugue défense des droits de la nature et critique des excès de la finance et du néocolonialisme. Mais il ne peut y avoir de planification écologique sans la participation pleine et entière des citoyens, des salariés, des acteurs de la vie quotidienne. Et c'est dans ce domaine que la sécurisation du parcours professionnel doit trouver sa pleine application, en accord avec les organisations syndicales et les associations concernées. Et je m'emploierai à ce que cela devienne une réalité si je suis élu.
du PIB et qu'il propose notamment de supprimer la TVA sur le livre. Et je cite là encore Jean-Luc Mélenchon, je propose de subvertir la culture qui s'exprime aujourd'hui, la culture sponsorisée. J'appelle à une réflexion approfondie sur cette question des contenus. Bien sûr que nous allons abattre à nos billes, qu'il faut mettre la culture à l'école, partout, mais tout doit être repensé à la lumière du monde que nous voulons, un monde de fraternité et de refus de la compétition. Le succès des débats sur la culture est la preuve que la démocratie ne sera jamais le fait d'un prince fut-il de gauche, mais le mouvement heureux d'une mobilisation populaire et citoyenne que j'appelle de mes vœux, et la gauche ne réussira qu'à cette condition. Si je suis élu, ce sera aussi un de mes combats. Alors, bonnes intentions? Non. Programme juste, programme réaliste. Si je suis élu, je me battrai pour l'abrogation des lois scélérates sur l'immigration, qui ne doit plus être vue comme un problème mais comme une richesse. Je me battrai pour que le droit de vote des étrangers soit reconnu, pour que les droits des travailleurs sans papier soient reconnus. Je me battrai aussi pour abroger les lois scélérates qui ont défiguré notre justice, pour que celle-ci ne soit plus considérée comme un contrôleur de l'ordre social, mais simplement comme une institution respectueuse des droits de chacun, qui assure non seulement la sécurité des citoyens, mais aussi leur sûreté. Je me battrai aussi pour la justice sociale. Ne pouvons plus accepter qu'aujourd'hui, on ait une France à plusieurs vitesses, que les politiques menées jusqu'à maintenant ont imposées. Je me battrai aussi pour l'égalité homme-femme, pour que cela ne se résume pas à une parité de façade. Cette égalité doit s'appliquer à tous les aspects de la vie professionnelle, sociale, individuelle. Je me battrai aussi pour un accès égal pour tous à la santé, dans le cadre de la reconquête du service public de l'hôpital. C'est tout ça que je veux faire vivre à l'Assemblée nationale si je suis élue. Il n'y a pas de compartimentage dans les urgences. Tout est lié. Le travail, l'école, la culture, l'immigration, l'écologie. C'est une nouvelle façon de faire la politique. La présence d'un groupe fort du front de gauche à l'Assemblée doit faire vivre ces idées, faire réfléchir les politiques actuelles vers un programme de gauche digne de ce nom. Vous pouvez compter sur moi. C'est demain, avec vous et pour l'avenir, et avec le front de gauche, ensemble, écrivons son histoire. Une manière aux élections législatives. Alors, notre dernier intervenant, il n'y a plus beaucoup de suspense, vu qu'il n'y a plus qu'une personne sur les chaises qui n'a pas parlé. Alors, il a animé pendant toute la campagne le Conseil national de campagne du Front de gauche. Il est président du Parti de la gauche européenne qui a organisé cette belle journée de lundi avec Alexis Tsipras, notre camarade grec. Je passe la parole au secrétaire national du Parti communiste français, Pierre Laurent. Merci à tous. Moi, je suis en tout cas très heureux d'être avec vous ce soir. Et c'est aussi ce qui fait plaisir. En tout cas, moi, ce qui me plaît dans la politique, c'est qu'on a vécu des meetings absolument enthousiasmants pendant la campagne électorale, mais on sait que le travail politique, c'est aussi des réunions publiques de ce type qui enracinent la démarche qui est la nôtre et qui font qu'elle triomphe et qu'elle se cristallise à un moment dans des grandes occasions. Je suis aussi très heureux d'être là parce que vous avez avec Leïla et avec Dominique des candidates, elles en ont parlé toutes les deux, mais qui
sont venus au Front de gauche sur la base de leur engagement citoyen, d'abord, et qui progressivement ont fait du Front de gauche leur affaire. L'une est là en rejoignant des partis du Front de gauche, le parti de gauche, Dominique en restant avec son engagement citoyen qui a toujours été le sien. Mais je pense que vous offrez ainsi, et grâce à toutes les formations du Front de gauche, et je veux le souligner grâce aux communistes de cet arrondissement qui ont fait le choix de ces candidatures, eh bien vous offrez une belle image du Front de gauche dans l'arrondissement. Et je crois que c'est pour cette raison. Pour cette raison, et puis pour une amitié qui me lie depuis un peu plus longtemps avec Dominique et qui fait que je lui avais promis de venir ici dans la campagne, je suis très heureux d'être là ce soir avec vous. Moi, je voudrais centrer mon propos, parce que beaucoup de choses ont été dites, le centrer sur ce qui nous attend dans les 3 semaines qui viennent. Parce que la bataille dans laquelle on est engagé avec le Front de gauche, elle a démarré il y a quelque temps déjà. Il y a 3 ans, on a construit progressivement, on vient de vivre une campagne présidentielle formidable, et c'est une aventure, au bon sens du terme, qui va durer encore des mois et des années, n'en doutons pas. Mais nous avons, dans les 3 semaines qui viennent, un travail très important à accomplir, et le résultat de ce travail va beaucoup compter pour ce qui nous attend après. Et je pense que c'est important de le souligner de manière un peu particulière, parce qu'il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que les enjeux des élections législatives, il va falloir compter sur nous, et sur nous seulement, pour essayer de les porter de la manière dont on a envie de les expliquer. On a vécu une très belle campagne présidentielle. Et il faut le dire, la victoire contre Nicolas Sarkozy, c'est notre victoire. Nous avons rassemblé 4 millions de voix sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Et sans ces 4 millions de voix, je rappelle que François Hollande en a rassemblé 18 millions au total au second tour, sans ces 4 millions de voix dont tout le monde reconnaît qu'elles n'ont pas fait défaut au deuxième tour, eh bien, il n'y avait pas de victoire. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, même avec tout ce qu'a fait François Hollande, serait président de la République. Donc si nous avons cette victoire-là, nous devons le travail que nous avons mené, et qui n'a pas été seulement arithmétique entre les 2 tours, mais c'est le travail que nous avons mené pour semer les idées du programme L'Humain d'abord, pour créer une dynamique populaire, une dynamique citoyenne d'engagement dans la campagne qui, à l'évidence, aurait fait défaut à la gauche s'il n'y avait pas eu la campagne du Front de gauche. Et c'est nous qui avons semé l'idée dont nous avons fait notre slogan majeur dans la dernière partie de campagne, prenez le pouvoir, une idée dont se sont emparés beaucoup de gens qui ont voté pour le Front de gauche, et probablement beaucoup d'autres qui n'ont pas encore osé le faire cette fois-ci, et qui le feront peut-être ailleurs, mais qui ont compris qu'il allait falloir s'en mêler dans l'élection présidentielle, mais peut-être s'en mêler maintenant dans les élections législatives et dans les mois qui viennent. Donc la campagne du Front de gauche, elle a changé le visage de l'élection présidentielle. Elle lui a donné un caractère combatif qu'elle n'aurait pas eu sur la campagne du Front de gauche. Et quand on a vu la manière dont Nicolas Sarkozy s'est déchaîné entre les 2 tours pour essayer d'arracher la victoire en allant draguer toutes les voix du Front National, quand on a vu son opération sur le 1er mai, qu'est-ce qui se serait passé si les forces sociales n'avaient pas été présentes et les forces du Front de gauche dans l'entre-deux-tours au moment du 1er mai pour riposter à toutes ces manœuvres de Nicolas Sarkozy. Donc je pense que nous pouvons être extrêmement fiers de ce qui s'est passé et vraiment considérer, je l'ai dit, que c'est notre victoire, la victoire du 6 mai contre Nicolas Sarkozy. Mais nous avons dit une deuxième chose. Nous avons dit une deuxième chose tout au long de la campagne. C'est que pour nous, le 22 avril, tout allait commencer. Pour nous, l'élection présidentielle n'a jamais été considérée comme une fin. Nous savions qu'avec l'élection présidentielle, le combat allait commencer si nous parvenions à chasser Nicolas Sarkozy. Et nous y sommes parvenus. Et effectivement, ce combat aujourd'hui, on le voit bien, on le sent bien, il commence. Il commence à nouveau. Et
les élections législatives, l'élection législative qui va se dérouler, c'est le premier acte de cette nouvelle bataille qui commence. Et il faut se donner des forces dès cette bataille-là, si nous pouvons pouvoir affronter dans de bonnes conditions, ou dans les meilleures conditions possibles, toutes celles qui nous attendent pour essayer de réussir le changement ou d'arracher des changements qui vont améliorer la vie des gens. Et on sait combien, nous qui militons sur le terrain tout le temps, on sait combien les urgences sont très importantes. Maintenant, la question pour les millions de gens qui ont permis la victoire, c'est d'obtenir des changements. Et d'obtenir des changements maintenant, effectivement, mais des changements qui soient concrets et qui ne soient plus seulement dans les mots. Et pour cela, je crois que dans les 3 semaines qui viennent, il faut le dire avec beaucoup de netteté, beaucoup de clarté à tous ceux qu'on rencontre. Et cet effort, ce devoir de vérité, les gens nous en seront reconnaissants. Il faut leur dire clairement, si vous ne vous donnez pas des garanties, des assurances pour le changement, eh bien ce changement que vous espérez aujourd'hui risque de vous filer entre les doigts. Vous avez permis la victoire, et c'est votre victoire, celle du 6 mai. Ne laissez pas cette victoire vous filer entre les doigts au fil des semaines qui viennent. Donnez-vous des assurances, donnez-vous des garanties, donnez-vous de la force pour obtenir que les changements auxquels vous voulez contribuer soient enfin possibles. Et je crois que cette force-là, c'est le vote pour le Front de Gauche aux élections législatives. Et je veux prendre juste quelques exemples pour essayer d'illustrer ce que je dis. Regardons ce qui se passe sur la question européenne. Nous le savons, et le peuple français le sait depuis 2005. La question européenne est très importante pour pouvoir ou non obtenir les changements que nous voulons. Et la question est tellement importante que François Hollande lui-même a été obligé, pour gagner contre Nicolas Sarkozy, de promettre la renégociation du traité Sarkozy-Merkel. Parce que tout le monde sait, effectivement, et parce que c'est nous qui avons convaincu le pays de cette idée, que s'il n'y a pas de remise en cause de ces politiques d'austérité, il n'y aura pas de politique sociale en France, il n'y aura pas de sortie de la crise. Donc, nous voyons surgir le thème de la croissance. Tout le monde nous dit aujourd'hui, bien sûr, l'austérité, ça n'est pas possible de faire seulement ça pour sortir de la crise. C'est déjà une idée très importante, une idée que nous avons imposée. Parce qu'il y a quelques mois encore, rappelons-nous les débuts de l'élection présidentielle, quand on nous disait que le problème, et le seul problème qui devait être traité était celui de la dette, c'était pour nous dire que les politiques d'austérité étaient le seul chemin possible. Aujourd'hui, c'est notre bataille qui a changé cette situation. Mais nous le savons bien, si nous en restons au discours actuel, eh bien ça ne changera pas, parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? François Hollande est allé rencontrer Angela Merkel, puis il est allé au G8. Si on écoute la télévision, c'est formidable, tout le monde est pour la croissance. Angela Merkel est d'accord, et ça s'est très bien passé avec François Hollande. Obama est d'accord, la terre entière est d'accord avec l'idée qu'il faut en finir avec les politiques d'austérité. Les mêmes qui nous expliquent depuis des années le contraire viennent d'être convaincus grâce à l'élection de François Hollande à la présidence de la République. On nous prend pour des imbéciles. Tout le monde sait bien que ces gens ont résisté, que Angela Merkel va s'arc-bouter sur ce qu'elle a défendu et qu'elle a imposé avec Nicolas Sarkozy à tous les peuples européens. Les mêmes qui nous expliquent ça aujourd'hui nous ont expliqué en février dernier, quand nous avons dit qu'il fallait voter contre les mécanismes européens de stabilité, qu'il suffisait de s'abstenir contre ces mécanismes, en vérité de les laisser passer et qu'on verrait plus tard. Donc le danger est là. Et le problème, si on essaye d'écouter un peu plus ce qui se raconte, c'est que quel est le problème, le cœur du problème du traité Sarkozy-Merkel? C'est ce qu'on appelle le pacte budgétaire. Et le pacte budgétaire, il a 3 piliers. L'obligation drastique de réduction des dépenses publiques dans tous les pays européens. Deuxièmement, pas seulement ça, deuxièmement, les sanctions automatiques prévues par ce traité contre les pays qui ne respecteront pas ces obligations de réduction des dépenses publiques. Et troisièmement, ce traité limite la souveraineté des parlements nationaux en obligeant les parlements à soumettre leurs engagements budgétaires à la Commission européenne avant qu'ils soient ratifiés.
Donc qu'on ne vienne pas nous raconter que si on ne touche pas au pacte budgétaire, on peut, parce qu'on prend quelques mesures superficielles autour de ce pacte, inverser la tendance. Or, c'est bien ça le problème. Ce qui devrait être discuté en ce moment, puisque soi-disant on renégocie le traité Sarkozy-Merkel, c'est qu'on rediscute du traité budgétaire et pas seulement de quelques mesures qui l'entourent en le laissant intact. Or, on voit bien que ce n'est pas ce qui est en train de se passer pour le moment. Et que très probablement, si les gens ne font pas attention, alors qu'ils ont l'impression, l'espoir, l'attente que quelque chose se passe du côté des Européens, grâce au travail entrepris par François Hollande, ils risquent de se réveiller fin juin au sommet européen après les élections législatives, avec un traité qui sera très peu modifié. Et dans ces conditions, nous pouvons leur dire une chose simple. Quoi que vous en pensiez, nous on vous dit ça, vous nous croyez un peu moins. Nous on leur dit, donnez-vous une garantie. Une. Élisez des députés qui ne ratifieront jamais au Parlement, sans consulter les Français, un traité qui en vérité n'aura pas été modifié. Et si vous donnez ces députés, quel que soit ce que vous pensiez de ce qu'on vous dit, que ce soit vrai, moins vrai, vous faites plutôt confiance à François Hollande, ou un peu moins. Vous avez voté pour le Front Gauche, vous avez voté pour François Hollande, mais au moins assurez les choses. Donnez-vous des députés qui au moins s'engagent sur une chose. Nous ne ratifierons pas le traité, d'abord sans vous expliquer ce qu'il y a dedans une fois qu'il aura été prétendument renégocié. Et s'il n'y a pas de changement réel, nous ne le ratifierons pas au Parlement et nous demanderons qu'il soit ratifié par référendum devant les Français. Si nous vous donnez suffisamment de députés pour empêcher un coup de jarnac au Parlement, vous savez qu'il faut les 2/3 des parlementaires pour pouvoir ratifier le traité au Parlement, eh bien, ce coup-là ne sera pas possible. Or, quels sont les seuls élus sur lesquels vous pouvez être certain qu'ils respecteront cet engagement? Ce sont les députés du Front de Gauche, ce sont les parlementaires du Front de Gauche. Donc, élisez les députés du Front de Gauche pour garantir que l'engagement qui a été pris sera véritablement respecté. Et c'est une garantie que vous pouvez vous donner pour tout de suite, mais en vérité pour les 5 ans à venir. Parce que si vous ne vous donnez pas cette garantie maintenant, eh bien pendant 5 ans, il va falloir faire avec ce problème. Donc il faudra se battre pour le changement avec un boulet supplémentaire au pied. Alors que nous pouvons créer une situation différente si les élections législatives donnent suffisamment de force au Front de Gauche, à ses propositions et à ses députés. Je prends un deuxième exemple. Les licenciements. Il se passe malheureusement exactement ce qui avait été annoncé et ce qui avait été prévu. Depuis maintenant 2-3 jours, les plans de licenciement commencent à déferler. Tous les jours, moi, des responsables départementaux du parti m'appellent depuis lundi pour me dire qu'ils viennent d'annoncer dans notre département tel plan de licenciement, tel autre, etc. Et on annonce des plans de licenciement massifs dans toute la France en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Nous avons annoncé des mesures. Mais ceux qui gouvernent en ce moment, qui viennent d'entrer au gouvernement, ont dit aussi qu'ils s'engageraient pour arrêter cette hémorragie. Ils ont même baptisé le ministère de l'Industrie, ce qui était avant le ministère de l'Industrie, le ministère du redressement productif. Et c'est Arnaud Montebourg qui est à sa tête, qui dans la primaire socialiste a dit beaucoup de choses sur la manière d'arrêter cette hémorragie industrielle. Eh bien, nous sommes aujourd'hui, je dis nous parce que moi je me considère non pas membre du gouvernement, mais responsable de ce que va faire la gauche devant les Français. Eh bien, nous sommes au pied du mur, puisque les plans de licenciement commencent à déferler. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Parce que si on ne fait rien, la France a perdu 700 000 emplois industriels depuis 10 ans. Elle a perdu 400 000 emplois industriels dans le quinquennat de Sarkozy. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne fait rien, nous sortirons, à la sortie de l'été, il y aura des dizaines de milliers d'emplois industriels supplémentaires perdus. Et on aura reculé au lieu d'avancer. Donc il faut prendre des mesures immédiates. Immédiates. Arnaud Montebourg a annoncé
aujourd'hui qui se rendaient demain matin chez Fralib et chez Lyon-Delbazel, des conflits que nous avons portés, tant mieux. Tant mieux, et si des solutions sont annoncées pour ces entreprises, tant mieux. Nous avons porté ce combat à bout de bras avec les salariés de Fralib du premier au dernier jour de notre campagne présidentielle. Donc nous sommes fiers de les avoir aidés à marquer ces points-là. Mais nous voyons bien qu'il ne suffira pas de faire quelques annonces sur ces entreprises si on laisse en même temps déferler des dizaines d'autres plans sociaux dans tout le pays. Donc il faut des mesures immédiates. Eh bien, nous avons décidé de passer à l'offensive sans attendre. Jean-Luc Mélenchon et Jacques Hénin, qui sont tous les deux candidats dans le Pas-de-Calais, parce que ce département est particulièrement visé en ce moment par les plans de licenciement, ont rendu public une lettre aujourd'hui avec des mesures précises. Et moi, j'ai écrit cet après-midi au Premier ministre, avec Roland Museau, le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, et Nicole Borvo, qui préside notre groupe au Sénat. J'ai écrit à Jean-Marc Ayrault en lui faisant 2 propositions et en lui disant qu'il faut agir tout de suite. Et ces 2 propositions sont les suivantes. 1. Décider un moratoire immédiat interdisant tous les licenciements d'ici, dans le mois à venir, d'ici que puisse siéger l'Assemblée nationale. Et deuxièmement, mettre à l'ordre du jour, en urgence, dès les premiers jours de la session de juillet, des mesures anti-licenciement quand le Parlement siégera. Et nous avons déjà des propositions à mettre au pot, puisque nous avons déposé un projet de loi interdisant les licenciements boursiers le 16 février dernier au Sénat, qui a été discuté au Sénat, qui n'a pas été adopté par la majorité pourtant de gauche au Sénat à quelques voix près, mais qui a été voté à l'époque par la majorité des sénateurs socialistes. Donc il suffit de remettre ce projet de loi à l'ordre du jour du Parlement dès les premiers jours de juillet et cette fois-ci de l'adopter. Donc décider un moratoire immédiat et décider que la session parlementaire démarrera par cette question. Eh bien, ces 2 propositions simples, plus toutes celles que nous avons développées, il faut les porter dans la campagne législative. Oui, des mesures immédiates sont possibles. Et là, on dit, le Parlement que nous allons élire va avoir du poids. Mais si on veut réellement s'assurer que ça soit possible, il faut donner de la force au front de gauche. Il faut qu'il y ait suffisamment de députés du front de gauche dans l'Assemblée pour porter ces propositions. Et ce que je viens de dire sur l'Europe, sur les licenciements boursiers, c'est vrai de toutes les questions. Vincent Peillon annonce un débat sur les rythmes scolaires. Débat très important, les rythmes scolaires, si on est soucieux effectivement du rythme de vie et du rythme d'apprentissage des enfants. Mais tout le monde sait que ce débat depuis des années bute sur l'absence des moyens suffisants pour faire face à l'ampleur des problèmes que ça pose. Si par exemple on décidait, ce qui ne serait pas une mesure aberrante, que la journée scolaire se termine un peu plus tôt, qui va assurer toutes les activités dites périscolaires? Les collectivités locales qu'on appauvrit depuis des années, et alors qu'on nous explique qu'on va diminuer toutes les dépenses publiques pour respecter les directives budgétaires de Bruxelles. Qui va assurer ça si on n'investit pas dans les moyens de l'éducation nationale pour pouvoir justement réintégrer avec du personnel qualifié les activités dites périscolaires? Donc oui, ouvrons le débat sur les rythmes scolaires, mais si on ouvre ce débat, alors il faut l'ouvrir sur l'ensemble des questions qui concernent une vraie ambition pour l'éducation nationale et pour l'éducation publique. Et on pourrait faire la même démonstration sur les salaires et sur beaucoup d'autres. Sur les salaires, on parle d'un coup de pouce. Alors on nous dit, vous proposez 1 700 €, c'est pas possible. Bon, mais même, prenons le débat tel qu'il pose. J'étais dans une radio encore où on m'a posé la question juste avant d'arriver. Le problème, moi je le prends à l'envers, on nous dit un coup de pouce, mais c'est un coup de pouce, c'est quoi? De quoi on parle? Parce qu'un coup de pouce, ça ne veut rien dire. Un coup de pouce, c'est quoi? C'est 1 euro, 2 euros, 3 euros? Si c'est ça, effectivement, il n'est pas question de compter sur nous. Donc il faut ouvrir la discussion sérieusement sur ça, sérieusement, qu'on nous dise, vous avez fait une proposition, nous on continue à la défendre, 1 700 € brut, et on dit que c'est possible, et on fait cette démonstration. Mais même ceux qui nous disent que c'est pas possible, qu'ils osent dire ce qu'ils proposent réellement. Un coup de pouce, ça ne veut rien dire. De quoi est-ce qu'on parle? On va augmenter de quelques euros le SMIC au 1er juillet, ou on va l'augmenter réellement? J'ai écouté Michel Sapin cet après-midi, c'est pas très encourageant quand même quand on l'entend.
C'est le moins qu'on puisse dire. Or, il y a des millions de gens, singulièrement des millions de femmes, ça a été dit, qui n'arrivent plus à vivre. Nous savons tous dans Paris que la plupart des expulsions sont provoquées par l'incapacité des gens à payer leur loyer. Donc il faut des mesures sérieuses, pas des mesurettes, pour soi-disant passer le cap de l'élection législative. Donc sur toutes ces questions, il faut dire autour de vous, à ceux qui ont voté pour le Front de Gauche, de rester mobilisés pour les élections législatives. Et il faut s'adresser à ceux qui n'ont pas voté pour le Front de Gauche à l'élection présidentielle, en leur disant, donnez-vous des garanties pour le changement. Si vous ne le faites pas, comme je le disais tout à l'heure, le changement va vous filer entre les doigts. Donnez-vous des garanties, des gens qui ne lâcheront rien, des députés qui vont continuer à se battre, qui vont avancer des propositions, et des députés, quand on leur dira c'est pas possible, qui diront, eh ben, étudions le problème autrement, réfléchissons pour trouver des solutions, mais ne renonçons pas dès les premiers mois du gouvernement de gauche, parce qu'évidemment ça sera une bataille. Nous ne disons pas que tout est possible en un mois, nous disons seulement que ça sera une bataille, parce que tous les privilégiés que Sarkozy a servi pendant 5 ans, qu'il a servi avec zèle jusqu'à la dernière minute, du premier jour jusqu'à la dernière minute, vous croyez qu'ils vont se laisser faire? Mais ils vont se défendre bec et ongle, ils vont défendre tous les privilèges que Sarkozy leur a accordés. Et aucun gouvernement ne pourra mettre en cause ces privilèges sans un pays mobilisé, sans un pays qui se bat, sans la mobilisation des forces sociales et citoyennes, évidemment parce que ces gens ont résisté en France et en Europe. Donc, ce que propose le Front de Gauche, en vérité, au pays, à tous ceux qui ont voulu la victoire de la gauche, à tous ceux qui ont, quel qu'a été leur vote à l'élection présidentielle, ce que nous leur proposons, c'est de rester mobilisés, de rester en éveil, de rester ensemble autour du débat sur les propositions qui permettront la réussite du changement, et de le faire tout de suite. Et c'est vrai sur le logement et sur toutes les questions qu'on pourrait citer, sur les droits des femmes et sur beaucoup d'autres. Donc je crois que ces arguments-là, des gens peuvent les entendre, beaucoup de gens peuvent les entendre dans les quelques semaines qui restent, dans les quelques jours qui restent d'ici l'élection législative. Mais nous sommes les seuls à les faire entendre. Et nous pouvons faire entendre une idée simple. Dans cette situation où il s'agit de garantir le changement, il faut bien voir, parce que les institutions sont comme ça, que l'élection va profiter à la force qui a gagné l'élection présidentielle. Seulement le problème, c'est que 10 députés socialistes de plus ou de moins, ça change quoi dans cette situation? Rien. Rien. Ça ne change rien. Par contre, avoir un groupe du Front de Gauche tout juste, avec 15 députés dans un coin de l'hémicycle, ou avoir un groupe du Front de Gauche avec des dizaines et des dizaines de députés, des députés un peu partout sur le territoire, eh bien ça change tout. 10 députés socialistes de plus ou de moins, ça ne change rien. Mais 10, 15, 20, 25 députés du Front de Gauche, en plus ou en moins, dans cette Assemblée nationale, ça peut tout changer pour la vie du changement. Voilà pourquoi, si on veut un groupe du Front de Gauche qui pèse à travers nous, que les idées du changement pèsent dans les mois et dans les années à venir, il faut voter Front de Gauche dans toutes les circonscriptions de France. Quel que soit l'enjeu local, je veux dire, parce que c'est cette force nationale, le score national du Front de Gauche, qui va donner de la force à nos idées, à nos députés, à nos propositions dans tout le pays, qui lui donnera une force nationale. Et il faut, partout où c'est possible, élire des députés du Front de Gauche pour qu'ils soient nombreux à l'Assemblée, et que aucune décision de la majorité de gauche ne puisse être prise sans que soient intégrées les propositions, les suggestions, les idées du Front de Gauche et sa conception de la pratique politique. C'est dans cet état d'esprit conquérant que nous on aborde les élections législatives. Et vous le sentez bien, il y a très peu de jours et très peu de semaines, moins de 3. Mais je crois qu'il peut se passer beaucoup de choses. Les gens aujourd'hui sont encore un peu la tête dans l'élection présidentielle. Ils n'ont pas totalement réalisé, probablement si vous posez la question autour de vous, il y a plein de gens qui n'ont pas encore totalement percuté sur la date des élections législatives, qui est pourtant très proche. Donc il faut dire des choses simples autour de nous. Et il faut souligner l'importance de cette élection. Parce que, évidemment, la bataille va durer 5 ans après. Mais ce qui se joue là va beaucoup compter pour les 5 ans qui viennent. Donc nous pouvons
faire un travail extrêmement efficace pour que tous les électeurs du Front de Gauche à l'élection présidentielle se sentent concernés et mobilisés par cet enjeu. Et qu'au-delà des gens qui n'ont pas voté pour nous à l'élection présidentielle, mais qui veulent la réussite de la gauche, comprennent l'intérêt qu'ils ont à donner de la force au Front de Gauche dans cette Assemblée. Et c'est avec cette ambition-là, l'ambition de gagner une majorité de gauche, mais dans lequel le Front de Gauche pèse lourd, que nous abordons les élections législatives, avec le même esprit de conquête qui a été le nôtre dans l'élection présidentielle. Il faut battre les députés de droite partout où il y en a, parce qu'on les entend en ce moment. C'est un discours de revanche, un discours anticommuniste de bas étage, un discours raciste. Les déclarations d'hier sur Christiane Taubira, mais c'est à vomir. Et ce sont les premiers responsables de ces partis, parce que là, c'est pas les déclarations sur Christiane Taubira, c'est pas un illuminé de la droite populaire dans un coin reculé de la France, c'est Jean-François Copé, le premier responsable de la droite en France en ce moment, qui tient ces propos-là. Donc on voit bien qu'il faut sortir ces gens de l'Assemblée nationale, et plus on en sortira, mieux on se portera pour ensuite mener la bataille du changement. Et il faut effectivement empêcher l'élection du moindre député du Front National. Et il faut saluer effectivement la décision qu'on a prise, que Jean-Luc aille mener le combat à Hénin Beaumont. Et je veux saluer et Jean-Luc pour le courage qu'il a eu d'aller là-bas, et Hervé, pour le secrétaire fédéral du Pas-de-Calais, qui était convié dans cette circonscription et qui nous a fait la proposition que Jean-Luc vienne dans cette circonscription pour mener le combat. Parce que tous les deux, je crois, vont faire un tandem qui va l'emporter et qui va nous permettre de remporter une bataille qui aura une vocation, qui aura une valeur symbolique nationale. Donc ça, c'est très important. Mais au-delà, effectivement, nous le disons, nous voulons empêcher l'élection du moindre député du Front National. J'étais hier dans une radio et le journaliste me dit « Vous faites pas un peu une obsession ?» C'est d'ailleurs un argument qui est employé contre Jean-Luc. Mais je lui dis, mais vous savez, dans un pays où le Front National fait 18%, la moindre des responsabilités d'un responsable de gauche, c'est d'être quotidiennement préoccupé par le sujet, oui, effectivement. Donc, effectivement, nous ne banalisons pas ça. Et à travers des questions comme celle-là, malheureusement, parfois à leur corps défendant, si je puis dire, enfin, sans même s'en rendre compte, eh bien, ces questions-là continuent de banaliser la présence du Front National. Or, il faut quand même lever la tête. Qu'est-ce qui se passe en Europe ? Ce n'est pas un phénomène français, c'est que malheureusement, comme nous l'enseigne l'histoire, dans une situation de crise comme celle qu'on connaît, oui, des idées dangereuses prospèrent en France et ailleurs et peuvent devenir redoutables si les forces démocratiques ne se lèvent pas avec courage pour leur barrer la route. Donc le travail que nous avons entrepris dans l'élection présidentielle, effectivement, nous n'avons pas l'intention de l'arrêter et il ne faut pas compter sur le Front de Gauche pour banaliser l'élection du moindre. Avec toutes ces ambitions, et je crois que nous avons des atouts pour marquer à nouveau des points, je l'ai dit, des points qui compteront pour la suite. Et une dernière chose, je l'ai dit un peu en démarrant, mais je veux conclure à nouveau là-dessus. Je crois que parler autour de nos candidats, en l'occurrence de nos candidates d'ailleurs, il faut en parler davantage. Parce que nous avons des candidats dans toute la France, des candidates et des candidats du Front de Gauche, à parité, hommes et femmes, sur toute la France. Là aussi, il faut le dire, parce que quand on entend là aussi les propos de l'UMP sur le fait qu'ils se foutent royalement de respecter la parité et les propos machistes qui justifient ce choix de leur part, 75% d'hommes dans les candidatures de l'UMP dans toute la France, alors que la parité est obligatoire et qu'ils préfèrent donc payer les amendes que de respecter cette obligation civique. Mais non seulement nous avons des candidats à parité dans toute la France, mais ces candidats sont issus des luttes quotidiennes dans tous les domaines, issus du monde du travail. Ce sont des candidats qui ont une idée de la politique, qui laissent toute sa place à l'éthique de la politique, oui, à la morale en politique. Effectivement, nous ne ressemblons pas à des mœurs auxquelles nous ne voulons pas ressembler et qui existent malheureusement dans certains partis. Et nous devons le valoriser. Faites connaître vos candidates. Dites qui elles sont, comment elles mènent les combats, comment elles mènent la politique.
parce qu'il y a tant de gens qui ont encore une certaine défiance à l'égard des élections à cause de l'image qui est véhiculée par certains et qui est quotidiennement répercutée par les médias. Donc il faut que nous valorisions ça, parce que le Front de gauche, ce n'est pas seulement pour l'élection, c'est que le Front de gauche s'engage à travailler avec les citoyens dans la durée, à travailler dans la transparence avec eux. Et comme nous disons dans certains de nos slogans, oui, avec les candidats du Front de gauche, ce sera à vous de faire la loi, parce que nous allons travailler en permanence avec des allers-retours entre nos parlementaires et les citoyens pour construire les lois qui devront être construites. Eh bien, il faut valoriser cela pour montrer que l'Assemblée nationale peut ressembler à autre chose que ce qu'elle a été pendant 5 ans, une chambre d'enregistrement à la solde de l'Élysée qui se foutait de ce que disait le pays, à tel point que pendant la réforme des retraites, Sarkozy a imposé une réforme qui était rejetée à l'évidence par l'écrasante majorité du pays. Évidemment, nous avons une conception très différente. Et nous devrons imposer la parole citoyenne dans la future Assemblée, fût-elle de gauche. Parce que quand j'entends, par exemple, sur les retraites, c'est le dernier exemple que je prends, il y a un débat, vous savez, sur le décret qui va être pris sur les retraites pour les gens à qui on va redonner la retraite à 60 ans, ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans, et c'est tant mieux, même si nous nous demandons beaucoup plus. Eh bien, il y a un débat sur la manière dont on va valider les périodes de cotisation. Et donc, il y a un débat sur période cotisée, période validée. Est-ce qu'on va compter les périodes de chômage, de maladie, les congés maternité, enfin pas les congés maternité, mais les annuités pour enfants, etc. Et que dit le gouvernement en ce moment quand on écoute un peu ce qui se raconte? Il faudra que ça rentre dans l'enveloppe. Donc ce qui motive la décision finale sur ce qu'on va compter ou pas compter, c'est pas le droit, l'égalité du droit devant la manière dont on a accédé à ce droit, c'est il faudra que ça rentre dans l'enveloppe, qu'ils ont fixé 1 milliard. Et j'ai entendu Marisol Touraine, la nouvelle ministre, qui dit mais il y a déjà eu un long débat sur cette question. Mais où et quand il y a eu un long débat sur cette question? Et avec qui? Alors que les premiers rendez-vous avec les organisations syndicales n'ont même pas eu lieu encore. Donc, imposer le débat citoyen et la parole citoyenne, la parole des organisations syndicales, ça va rester au combat. Eh bien, dites-le autour de vous, à tous ceux à qui vous allez parler dans les jours et les semaines à venir, les députés du Front de gauche sont des gens sur qui vous pourrez compter pour faire entendre leur voix dans l'Assemblée. Merci.